La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est le temps des récoltes et de vente des produits céréaliers. Au Togo, la production de la saison 2021-2022 est bonne. Va-t-elle finir par inverser la courbe des prix sur le marché? Quand le prix du bol de maïs reste élevé, ce sont des milliers de bouches qui ne mangent plus correctement à leur faim, puisque la pâte reste à ce jour l'une des meilleures choses qui nous sont arrivées au Togo. Du sud au nord du pays, les Togolais l'adorent. Ceux qui sont dans l'extrême nord continuent de la manger un peu, la peur au ventre. La région des savanes est en proie, en effet, aux menaces terroristes. En vérité, c'est tout le Togo qui est concerné. C'est pourquoi le niveau de vigilance est élevé ces derniers mois. Ces derniers jours, les députés l'ont maintenu au niveau extrême pour 6 mois encore dans la région des savanes. L'état d'urgence sécuritaire est prorogé. Réunis en session à Kara, les parlementaires ont inauguré leur nouvelle session. Occasion pour la présidente de l'Assemblée nationale d'affirmer que nous devons avoir le courage d'admettre que le pays avance. Yawa Tchegan a salué la densité de la politique du chef de l'État de recherche et de maintien de la paix, particulièrement dans la sous-région. Pour la paix dans la sous-région et au Mali en particulier, Lomé a offert son cadre à la réunion du groupe de soutien à la transition au Mali. Le Mali a décidé de prendre en main son destin, a lancé son ministre des Affaires étrangères. Le Togo fait de même dans sa lutte contre les menaces djihadistes. Le pays vient en effet de communiquer plusieurs numéros verts pour renforcer son arsenal de renseignements. Le Togo n'est pas seul à faire face aux terroristes. Je le disais tantôt, il y a les Maliens et aussi les Ivoiriens, mais ces derniers continuent de s'entre-déchirer. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? C'est le deuxième vice-président du comité d'action pour le renouveau, également enseignant, M. Nador Aoukou, qui est l'invité de ce jour. Les numéros de l'émission 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en nombre par Bouga. Koudoyo Aoukou Nador, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Bien. Ça fait un bail. Oui, ça fait vraiment un bout de temps qu'on ne s'est plus revu, que je ne suis plus passé dans ton émission. C'est un plaisir pour moi de reprendre la main, comme on dit, avec toi. Je me rappelle, la dernière fois, vous étiez passé dans une de mes émissions, vous étiez dans la peau de président par intérim. En tout cas, vous recherchez une solution pour la crise qui secoue le cas à cette époque. Oui, naturellement, ça fait déjà près de 4 ou 5 ans que j'ai assumé cette lourde responsabilité. Et je l'ai fait avec fierté et détermination. J'espère que ça nous a permis de régler la situation difficile qu'on traversait à l'époque. Maintenant, la crise est derrière nous et nous reprenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la main. Et avec malheureusement le décès de notre président fondateur, nous sommes en train de nous réorganiser pour trouver un nom, une image autour desquels nous allons reconstruire notre parti. Nous parlerons sans doute du cas dans le courant de cette émission. Mais un mot de Maître Yaoundé Agouibo, je ne sais pas s'il vous manque, vous personnellement. Oui, vous savez, quand vous avez côtoyé quelqu'un pendant longtemps, vous avez travaillé ensemble sur des sujets assez importants. Des fois, quand ces sujets-là reviennent et que vous voulez s'y plancher un peu, et son nombre vous tombe dessus. Des sujets importants, lesquels par exemple? Non, vous savez, s'il était là, la situation difficile, la situation politique difficile que notre pays traverse, il a toujours eu une inspiration qui lui permet de faire en sorte que les choses évoluent. Sur ce point-là, il nous manque. C'est clair que le Togo n'est pas le seul pays à traverser des situations difficiles. Il y a l'histoire de la Covid, il y a l'histoire des attaques terroristes, il y a l'histoire même de la guerre en Ukraine. Je ne sais pas s'il était là, je ne sais pas ce qu'il ferait. Vous savez, comme on dit souvent, quand vous ne balayez pas chez vous, vous ne pouvez pas aller balayer chez quelqu'un. Et moi, je raisonne en termes de ce qu'il pouvait faire lui-même s'il était là pour son pays, pour décrisper la situation politique que nous traversons. Et ensuite, si cette décrispation peut permettre ou peut avoir des incidents sur les points que vous venez d'évoquer là, je crois que ça sera tout à ton honneur. Je disais tantôt que la dernière fois que vous étiez venu dans une de mes émissions, vous étiez dans la posture d'un président par intérim. Mais la première fois que je vous ai eu, ou je vous ai connu, vous étiez au COPED. Il m'est venu à l'idée de vous poser cette question. On n'entend plus parler de COPED. Qu'est-ce que cette structure devient? Non, vous savez, le COPED, c'est vrai, c'est une structure verte du CAR, mais il a su travailler efficacement tout en gardant
sa distance vis-à-vis du parti. Et à ce titre, chacun l'a apprécié sur le terrain. Et aujourd'hui, vous savez, c'est une question de génération. La génération qui a géré le COPED en ce temps-là a été une génération assez active, assez dynamique et assez professionnelle. C'est ça qui a fait la renommée de la structure. Maintenant que le renouvellement du personnel se fait, eh bien, les gens sont encore à l'école de l'efficacité, du dynamisme. Et je crois que dans les années à venir, la structure reprendra et fera parler encore d'elle. Le COPED, c'était quoi la définition déjà? Le centre d'observation de l'état de droit. Le centre d'observation de l'état de droit, vous parlez d'une structure verte. C'est quoi une structure verte? Vous savez, comme dans les grandes démocraties, les gens ont toujours des structures, des associations qui sont comme des institutions qui forment leurs militants. Et ces institutions-là vont plus loin en ne se limitant pas seulement à la formation de leurs militants, mais aussi sur des sujets transversaux. Ils forment aussi les militants d'autres partis politiques et même des institutions de l'État. Et c'est ce que le COPED a fait. En son temps, le COPED a formé les préfets et bien d'autres personnes. Il a formé les militants de pratiquement tous les partis politiques du Togo et aussi mené d'autres actions sur le terrain, ce qui a fait sa renommée. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre et c'est une date qui est célébrée d'une certaine manière dans le monde. Vous rappelez le 11 septembre 2001 et les attentats de New York, du World Trade Center. Vous étiez où le 11 septembre, cette date-là? C'était un dimanche, j'étais à l'église. Je suis protestant presbytérien. J'étais à la paroisse de notre district à Guanivé là-bas, là où il y avait Leader Press. On était là et puis l'information est tombée. Et nous étions sortis du temple pour regarder un peu. Et puis après, bon, quand c'est fini, là, on a couru. Chacun a couru pour aller à la maison. Vous avez eu peur? Oh, naturellement. C'est vrai que c'est à des milliers de kilomètres de chez nous, mais vous savez, la technologie évolue de façon que vous avez l'impression que la chose se passe à côté de vous. Ça a été un peu comme moi, des fois quand je me rappelle de ce jour-là, ça me rappelle encore l'histoire que nous avons vécue ici. Comment vous appelez ça? L'éclipse solaire, non? Ah oui, oui. Où on nous a fait acheter des lunettes pour suivre la chose à la télévision, mais la ministre d'alors a encore demandé de ne même pas sortir de... Donc, c'est-à-dire que cette peur-là qu'on a semée dans l'opinion, c'est celle-là que nous avons ressentie le 11 là. Certains avaient pensé que c'était un film en réalité. C'est un peu comme si... Oui, si vous n'êtes pas d'un niveau de culture et de lecture des choses qui se passent dans le monde, vous êtes en droit de penser cela. Mais pour ce qui me concerne, j'ai compris que, compte tenu de comment la géopolitique évoluait à l'époque, faire cette affaire-là, moi, ça ne m'a pas surpris. Par contre, la leçon que j'ai retenue de cela, c'est que face à la technologie moderne, je crois que l'archaïsme peut être efficace. Parce que si Ben Laden avait voulu utiliser les moyens modernes, on allait le détecter très tôt. Et il a utilisé, c'est vrai, ce n'est pas des moyens assez rudimentaires qu'il a utilisés, mais on a compris que... Et je crois que tous les pays développés, notamment les États-Unis, doivent tirer des leçons de l'organisation sécuritaire liée à l'avancée technologique par rapport à cet événement-là et prendre naturellement un certain nombre de dispositions pour qu'on ne soit pas surpris. Il y a plus de 20 ans que ces événements se sont produits. Vous étiez à l'église, mais je rappelle que sans doute que c'est à une séance de prière, puisque le 11 septembre 2001, c'était en fait un mardi. Oui, ça doit être... C'était un mardi, donc vous étiez peut-être à une séance de prière, c'était voilà, pas un dimanche. Voilà. Donc vous priez sans doute pour le Togo. Et... Naturellement, hein, naturellement. Vous priez beaucoup? Oui, oui, je suis chrétien pratiquant, protestant presbytérien. Oui. Je suis les cultes francophones et je suis un des parrains de la chorale
francophones de notre part. De plus en plus de Togolais disent qu'ils sont chrétiens et de plus en plus d'acteurs politiques se tournent de plus en plus vers Dieu aussi. Je ne sais pas si c'est le cas. Non, vous savez, moi je suis né dans une famille chrétienne, mais de moi-même je suis de nature culturaliste, au sens où je fais des recherches sur les traditions africaines, sur les pratiques africaines. Mais malheureusement, quand vous vous intéressez à ces choses-là pour savoir comment ça se fait, pourquoi on les a fait, etc., des gens peuvent vous soupçonner. Mais si vous êtes convaincu de l'objectif que vous vous êtes fixé, eh bien, vous le faites très sereinement et vous avez les résultats. Dans tous les cas, moi, quand des sujets se posent sur ces thèmes-là, je les aborde avec aisance. Ces gens peuvent vous soupçonner de quoi? Non, vous savez, nous sommes en Afrique et grâce à la colonisation, nos pratiques traditionnelles, culturelles et culturelles sont souvent minimisées. Donc dans ce cas, c'est faute à la colonisation? Non, moi je ne dis pas que c'est une faute à la colonisation, parce que si le colonisateur arrive, il se donne tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Maintenant, les colonisés, à un moment donné, doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Maintenant, si nous ne voulons pas prendre notre responsabilité et nous voulons mettre tout sur la tête du colonisateur, moi, en tout cas, j'ai ma position sur cette affaire-là et c'est clair dans ma tête que ce n'est pas tout qu'on doit mettre sur la tête du colonisateur. J'ai voulu qu'on prolonge un peu ce point du débat, tout simplement parce que vous avez dit tantôt que vous êtes chrétien pratiquant et en même temps vous me parlez des pratiques africaines. Je ne sais pas. Vous faites des recherches sur le vaudou, par exemple? Oui, je fais des recherches sur le vaudou. Quelles sont les différentes herbes qu'on met sous les vaudous pour que les vaudous travaillent? Pourquoi à la fin de chaque année, on remet de nouvelles herbes? Alors, si on ne les faisait pas, est-ce que le vaudou passe? Et pourquoi tel vaudou n'utilise pas telle boisson? Pourquoi quand on veut invoquer tel vaudou, c'est à telle heure, c'est à tel jour, etc. Moi, je suis un Africain et je dois savoir tout ça. Et moi, j'ai eu la chance de lire un ouvrage écrit par un Européen qui est venu ici en Afrique faire des recherches. Bon, les choses que j'ai trouvées dans ce document-là ressemblent un peu aux choses que moi j'ai cherché à comprendre ici. Et cet ouvrage-là, dans les librairies, c'est cher. Et maintenant que nous-mêmes, nous ne voulons pas chercher chercher à connaître et à maîtriser ce que nous avons chez nous, mais c'est d'autres qui viennent les chercher, les mettre dans un bouquin et nous les revendre. Moi, en réalité, le déclic est venu de là. C'est quoi le bouquin? Non, le nom m'échappe un peu. Le nom m'échappe un peu. Comme on est ensemble, je peux te le redonner après. Là, la question, c'est de savoir s'il n'y a pas une compatibilité entre les différentes pratiques dans lesquelles vous êtes. Vous êtes chrétien pratiquant, vous êtes même dans la chorale de l'église. Et puis, en même temps, vous faites des recherches sur le vaudou. Quelque part, on peut se poser des questions. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de soupçons. Les gens peuvent vous soupçonner de ceci ou de cela. Moi, je suis tranquille là-dedans parce que je ne peux pas être africain et demander à un occidental de me parler de mon continent, de comment on vit sur mon continent. Non. Et eux, s'ils avaient honte, est-ce qu'ils allaient maîtriser le christianisme jusqu'à venir nous l'imposer ici? Non, il faut que mais vous, personnellement, est-ce qu'on vous l'a imposé, le christianisme? Non. En tout cas, moi, je n'ai pas connu la politique, et comment vous dites, la colonisation dans ces jours cruciaux. Maintenant, mais quand je fais un recul, les livres qu'on a lus, les informations qu'on a eues sur comment on a traité nos grands-parents, nos grands-mamans, etc., et avec l'évolution de la mentalité, vous comprenez beaucoup de choses. Et ça vous permet donc de prendre la position qu'il faut. Dans tous les cas, moi c'est clair dans ma tête que je ne peux pas être originaire de quelque part et que c'est quelqu'un d'autre qui doit me dire ce que nous sommes, ce que nous faisons, comment nous vivons, comment nous mangeons, comment nous nous habillons, comment nous croyons et comment nous pratiquons nos croyances. Si je ne fais pas ce pas-là que je qualifie de qualitatif, alors là, quelle est votre conclusion? Je me réduirais moi-même au néant. Après toutes ces recherches-là, quelle est votre conclusion? Ma conclusion, c'est que les pratiques, que ce soit culturelles ou cultuelles africaines, sont des pratiques riches.
C'est quand on ne les maîtrise pas qu'on les diabolise. Maintenant, je ne peux pas dire que je l'ai fait assez profondément, mais le niveau où je suis arrivé me permet de dire que c'est assez humain. C'est assez humain que, ça je le dis, que le christianisme lui-même. C'est plus humain que le christianisme. Oui. Dans ce cas, est-ce que vous, par exemple, vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même? Sur quel plan? Mais vous êtes chrétien catholique, pourquoi est-ce que vous... Pas catholique, vous êtes chrétien protestant, pourquoi est-ce que vous ne quittez pas cette religion? Non, pourquoi je vais quitter? Moi, quand je veux recevoir quelques enseignements, quelques conseils, je vais à l'église. On peut citer, n'est-ce pas, un verset biblique, si le pasteur est bon, il fait un bon commentaire, bon, ça te permet de te détendre intellectuellement et spirituellement, et puis tu reviens à la maison pour continuer la vie. C'est un peu comme vous allez chez un bokono, qui n'est pas un hounou. Un bokono, c'est celui qui pratique le fa. Un hounou, c'est celui qui adore le vaudou. Il peut faire les pratiques. Donc quand vous allez chez un bokono, il veut faire les pratiques fa. Le poli qui vient, il vous le décrit. Et toute l'histoire qu'on raconte là, ce n'est pas différent de l'histoire qu'on nous raconte dans la Bible. Et il y a des leçons là-dedans. Et donc sur ce point-là seulement, je crois que c'est intéressant de le savoir. Et ce qui est encore bon, c'est que déjà, on réussit à traduire tout ça là dans un document. Et donc, que tu ailles là-bas ou non, quand tu prends un point ligne, toi-même tu peux lire là-dessus, etc., et te renseigner. Je pose la question, je prolonge le débat tout simplement parce qu'il y a ce débat qui accourt actuellement un peu partout en Afrique. Certains pensent qu'il faudrait que les Africains retournent aux pratiques ancestrales, aux religions endogènes, comme on les appelle dans certains pays. C'est pourquoi je prolonge ce débat. Non, moi ça ne me gêne pas. Vous savez, nous qui sommes en Afrique et qui vivons en Afrique, la manière dont le colonisateur nous a présenté ces pratiques-là fait que nous la nions. Mais nos frères, nos enfants, quand ils vont en Europe, les difficultés qu'ils connaissent là-bas, et tout, c'est eux-mêmes qui depuis là vous appellent pour dire, oh, faites-moi, allez demander à un bokono de faites-moi telle cérémonie, faites-moi telle prière ici, etc., etc. Ça veut dire que quand ils arrivent là-bas, ils réalisent même qu'on pratique beaucoup plus le christianisme en Afrique qu'en Europe. Et là-bas, il y a beaucoup, bon, c'est moi qui le dis, il y a beaucoup plus d'athées que de pratiquants. Et généralement, quand vous allez là-bas, vous allez dans les églises, c'est les Afro-Occidentaux qui sont beaucoup plus souvent dans les églises. Hein, les Occidentaux eux-mêmes n'ont pas le temps. Ils sont dans leur laboratoire en train de faire les recherches, ils sont dans leurs affaires, etc. Bon, donc, pour dire que, en tout cas, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir d'où tu vas. Il y a certains qui lient carrément le retard du continent africain à ces religions-là importées. Non, moi je les comprends parce que on croit que quand vous voulez comprendre ça, on met ça au centre de la pratique vaudou, satanisme, etc., etc. C'est ça qui fait que les gens ont honte. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire. Quand on devait déposer le président Alpha Condé en Guinée là-bas, vous avez vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Des militaires ont attaché des choses sur la tête, des amulettes, etc. Oui, on croit que la culture ou les cultes africains se résument seulement en ça. Non. Non. Tout comme en Occident, il n'y a pas que le christianisme. Il n'y a pas que le christianisme. De la même façon, en Afrique, il n'y a pas que les amulettes. Non. Voilà. Deux questions pour boucler quand même ce pan du débat. Récemment, il y a eu la libération de celui qu'on appelle Tongbi Zérouto. Et vous rappelez l'histoire. C'est mon neveu. Vous le connaissez? C'est le fils de mon grand frère. Il est d'Aguaïvé. Qui avait brûlé... Son papa est enseignant comme moi, proviseur. Mais il avait brûlé le livre des chrétiens. Et vous, par exemple, en tant que chrétien, qu'est-ce que cela vous a fait? Non, moi, ça ne m'a rien fait. Parce que les représentations culturelles
africaines sont aussi diabolisées par ceux qui se disent des chrétiens. Je te précise que lui-même, mon neveu là lui-même, a été pasteur. Il s'est fait former véritablement. Il est bien instruit, hein. Il s'est fait véritablement former. Il a ouvert un centre de prière. Et ça lui a permis d'étudier la Bible en profondeur. C'est pratique. Un matin, lui-même, il ferme son centre. Il dit que non, là où il est arrivé, là, il a compris beaucoup de choses qui glissent dans ces pratiques-là. Voilà. Mais maintenant, est-ce que c'est brûler la Bible qui va faire que ça va porter? Je ne sais pas. Je peux pas. Mais est-ce que c'est un acte que vous avez condamné? Non. Vous savez, chacun porte des actes selon sa conscience. Ça ne vous a pas gêné en tant que chrétien? Moi, en tant que chrétien, non. Non. Récemment, il a été libéré. Une réaction sur cette libération? Non, moi je remercie que... Parce que quand moi je l'ai vu sur les photos, je ne suis d'ailleurs pas allé le saluer à la maison, mais quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il avait un embonpoint. J'ai compris que, bon, au-delà de tout, il a gardé sa forme. Parce que quand cette affaire-là a commencé, on a dit qu'il a attrapé le Covid, qu'il est malmené, etc., etc. Il y a eu quand même une grande mobilisation autour. Maintenant, que je ne sais pas réellement ce qu'on lui a reproché, elle doit juger ce qu'on a mis dans le délibéré et tout, mais si lui-même peut changer de façon de faire pour ne se consacrer qu'au choix qu'il a fait, je crois que c'est mieux. Ce n'est pas forcément brûler la Bible, le Coran, ceci, qui fera que le message que tu veux passer passera. Voilà. Bien, merci. Puisque nous sommes dimanche, je ne sais pas si vous mangez du djenkoumé. Le djenkoumé fait notamment par les... En fait, je ne sais pas si on doit les appeler les fétiches ou les bokono ou les rouleaux. Oui, le djenkoumé que j'aime bien manger, c'est celui-là que le bokono fait et qu'on appelle boko gongoli. Et ça, toi-même, tu peux le faire à la maison. Tu tues le poulet, tu mets ça, tu boues, mais tu ne mets pas, tu mets seulement du sel, il n'y a pas de piment dedans, il n'y a pas de l'huile rouge, tu fais c'est blanc et quand tu manges c'est bon. Je ne parle pas de la maison. Oui. Je parle de ce qui est fait par exemple chez le Rouleau. Moi je suis d'un village qui s'appelle Zanguera, Klikame. Mais j'ai des parents qui sont là-dedans. Quand je vais y préparer, je mange. Ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas. Ça ne dérange pas votre foi? Ça ne dérange pas ma foi. Bien, merci. Parce que ça ne m'enlève rien. On va clôturer cette parenthèse, puisque c'est une parenthèse. J'espère que vous l'avez appréciée, la parenthèse consacrée aux religions africaines et occidentales, pour parler de la rentrée, puisque vous m'avez dit, et ça, j'avoue que je le découvre, votre statut d'enseignant. Vous enseignez où, dans quelle situation vous êtes aujourd'hui? Je suis aujourd'hui à la direction des formations 6 à l'université de Lomé, ce qu'on appelait avant la DIFOP. C'est là-bas je sais depuis bientôt 1 an et quelques 2 ans. Vous plaisez là? Oui, puisque je ne suis pas loin de ce que je faisais en tenant la craie avant d'arriver là. C'est vrai que les gens auxquels nous avons affaire sont des gens d'un certain niveau, les inspecteurs, les enseignants et tout, pour renforcer leurs capacités et tout, voilà. Cette semaine, il y a eu un petit débat en début de semaine sur le report ou non de la rentrée qui finalement a été d'une certaine manière décalé. Il va y avoir la rentrée pédagogique avec les enseignants le 19 septembre et puis le 26 septembre, les élèves vont reprendre le chemin des classes. Et une réaction à ce décalage-là, parce que certains ont parlé de... Non, moi, comme je l'ai dit, moi, ça ne m'a pas choqué. Seulement, s'il y a une recommandation à faire, c'est que je demanderai au ministre de tutelle, dans la programmation qu'il va faire cette année, de dire à l'avance que oui, les vacances commencent tant et s'arrêtent tant, mais à partir de telle date à telle date, c'est rentrée pédagogique et la rentrée pédagogique et administrative. Passer la semaine là, la semaine qui suit, la rentrée académique démarre. Comme ça, c'est fixé dans la tête des gens. Parce que ça fait la 3e fois, hein. On l'a déjà fait 2 fois comme ça. La 3e fois ça. Et donc, quand on dit que la rentrée, c'est le 19, et pour tout le monde, dans la tête de tout le monde, c'est la rentrée académique. Or, le ministre nous a déjà habitués à une façon de faire il y a 2 ans. Vous faites une rentrée administrative et pédagogique avant la rentrée académique. Donc, dans les documents qui doivent sortir les années à venir, il faut qu'il y ait déjà là-dedans ces précisions-là pour que tout le monde sache que... Parce que sur les réseaux sociaux, il y a un document
qui a circulé pour dire que la rentrée est reportée. Et ce n'est que quand lui-même, il a sorti un document officiellement que les gens étaient fixés. Bon, c'est vrai que le ministre Kokoroko, il marque d'une certaine manière son ministère, c'est ce que beaucoup disent. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là. Depuis qu'il est là, vous avez dit, ça fait la 3e fois que la rentrée est faite de cette façon-là. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont également prises par ce ministre. Quelle est votre appréciation de son style? Vous savez, tous les ministres qui défilent là-bas ne sont pas mauvais. Et chacun a toujours marqué son passage par un type d'élément nouveau. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que les 2 premières années, les enseignants étaient choqués et par plusieurs communiqués qui sortaient, tout ça. Les gens s'amusaient même à dire qu'il va soutenir bientôt sa seconde thèse de doctorat par ses communiqués. Non, ça c'est une façon pour rire un peu entre les enseignants. Et donc dans le principe, tout ce qu'il fait n'est pas mauvais. Il y a des initiatives courageuses qu'il prend et qu'il faut saluer. Et ce que les enseignants n'ont pas apprécié chez lui, c'est les avantages qu'ils ont eus avec le ministre Bawara en signant un accord. Et il est revenu, comme on a l'habitude de le dire, pour revisiter cet accord-là, ce qui a fait que les enseignants n'ont plus bénéficié de ce dont ils avaient normalement droit. Ça, les enseignants ne l'ont jamais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne l'ont jamais digéré. Et je crois que si au niveau des autorités, on ne fait pas quelque chose un peu pour calmer les enseignants. Vous savez, quand tu te lèves de ta maison psychologiquement bien assis, quand tu vas au boulot, tu fais une bonne prestation. Mais si tu réfléchis à des choses, tu as le sentiment que tu as des acquis qu'on vient de t'arracher et qu'on te refuse même de manifester ton mécontentement, on est assez aigri. Et quand on est aigri, on ne fait plus preuve de raison, mais on a tendance à faire sortir les muscles. La question qu'on se pose à chaque rentrée, là, c'est de savoir s'il va y avoir encore une question enseignant au cours de l'année. Vous qui êtes enseignant, est-ce que vous sentez que vos collègues vont porter de nouvelles revendications? Naturellement, vous avez vu, peut-être que le ministre Bawara, qui est chargé du dialogue social, a bien fait de rencontrer les syndicats, je crois, la semaine dernière. Mais une chose n'est pas seulement de les rencontrer, mais les sujets sur lesquels on a débattu, il faut qu'on leur trouve des solutions. Notamment le problème d'enseignants. Aujourd'hui, on a un problème sérieux d'enseignants sur le terrain. Les enseignants manquent. Oui, c'est vrai, on dira que ce n'est pas seulement chez nous, parce qu'en France, où le franco-sénégalais gère le département de l'enseignement, il a promis, je crois, 2 ou 3 000 enseignants pour la rentrée. Il n'a pas pu les avoir. On a dû recruter des volontaires qu'on a recyclé un peu et qu'on a lancé sur le terrain. Pour dire quoi? Pour dire que les hommes sur terre jouent bien le rôle que Dieu leur a confié. C'est-à-dire, allez multiplier, vous remplissez la terre. Ils sont heureux et à l'aide dans ce rôle-là, ils le jouent bien. Ça fait qu'on a assez d'hommes sur terre. Mais il faut les éduquer, il faut les former. Et ce n'est que dans le cadre de l'école que ça peut se faire. Et c'est pour ça que les départements, pas seulement au Togo, dans le monde entier, qui vont consommer, auxquels il faut consommer une grande partie des budgets dans les années à venir, ça va être quoi? Les départements de l'enseignement, de la santé et de la sécurité. Parce que vous voyez que... Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Oui, mais vous voyez, la réalité est là. Mais comment les satisfaire? Les budgets ne permettent pas encore aux États, du moins au nôtre, si par exemple le Togo a un budget suffisant, je crois que les autorités ne refuseraient pas de recruter des enseignants, à faire en sorte que même dans... Parce qu'on a créé des écoles qui n'ont pas d'enseignants. Si ce n'est pas qu'à un moment donné, on a autorisé les chefs d'établissement et les organisations de parents d'élèves de s'entendre pour avoir quelques cotisations parallèles et prendre des enseignants volontaires, je vous assure que ça sera difficile. On aurait encore des villages où les gens n'iraient pas à l'école au 21e siècle. Ça sera difficile. Mais quand à un moment donné, on a dit, ah, ne le faites pas, des gens en ont souffert.
des gens en ont souffert. Moi, j'ai des amis chefs d'établissement, c'est eux-mêmes qui mettaient la main dans la poche pour assumer certaines charges en attendant. Vous voyez, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de budget. Et peut-être qu'on va en arriver là. La dernière et bonne décision que le ministre a prise, c'est que la philosophie commence depuis la seconde. Et SVT aussi, dans les séries littéraires, c'est une bonne chose pour ce qui concerne la philosophie, puisque c'est cela que j'enseigne. C'est depuis les années 2000 que nous avons commencé par réfléchir à la chose. Parce que quand nous venons à la correction du bac, nous constatons que nous ne donnons pas nos cours de la même façon. Nous n'enseignons pas la technique de dissertation et de commentaire de la même façon. Au point que quand vous voulez aller attaquer les sujets, quand dans toutes les matières, les collègues ont déjà fini, vous êtes encore sur le premier sujet. Et donc ça nous a amené à mettre sur pied une association, ASFIT, la Société de la philosophie du Togo. C'est le professeur de philosophie. Et je crois en 2006, nous avons organisé une rencontre à la DIFOP, à l'époque, qui est aujourd'hui la direction des formations, où on a fait venir tous les professeurs. Nous avons réfléchi sur le programme dans son ensemble. Et à l'époque, nous avons réduit le programme. Nous sommes entendus sur la façon d'enseigner la dissertation, sur la façon d'enseigner le commentaire. Cela nous a amené à imposer à nous-mêmes, à la correction du bac, de prendre les copies série par série et de les corriger ensemble. Si vous êtes convoqué pour la correction du bac et vous n'avez pas participé à cette étape-là, vous n'allez pas corriger. Nous nous entendons, nous prenons, il y a 3 sujets généralement, 3 sujets, 2 dissertations, un commentaire. Nous prenons le sujet 1, on forme des groupes et vous-même, vous procédez à la correction du sujet. Vous mettez, suivant le nombre de groupes que vous avez fait, vous confrontez les deux, vous faites une synthèse et vous partagez ça entre vous. Vous savez que voilà le canevas qu'il faut suivre. Si l'élève est dans ce canevas-là, c'est bon. Maintenant, on vous donne un certain nombre de copies que vous corrigez, suivant le corrigé type que vous avez fait. Et on va voir comment chacun va faire. On vous fait un groupe de 10, chacun corrige 10 copies, 10 copies. Vous faites ça, on fait encore un arbitrage. Ça fait que on va voir qui est assez large, qui est assez serré et tout ça. Et puis on harmonie. Ça fait que au bout de la correction, les enfants ne sont pas pénalisés. Parce que nous-mêmes, en notre temps, vous faites un devoir, vous avez 2, vous avez 3, vous ne comprenez pas. Mais la technique que nous avions mise là ne permet plus. Parce que nous avons des différents niveaux. Au moins, on a stratifié la correction à 4 niveaux. Et donc, suivant chaque niveau, l'élève, même s'il passe à côté, il doit avoir au moins 1 point. Et donc, à la limite, suivant les 4 points, s'il n'a plus rien comprendre, il peut au moins avoir 4 points. Vous écoutez, vous applaudissez les nouvelles orientations. Naturellement. Ça va induire une autre décision que l'État doit courageusement prendre. Parce que maintenant qu'on demande l'enseignement de cette discipline-là, depuis la seconde jusqu'en terminale, ça va faciliter à l'enseignant le travail de la terminale. Parce qu'il y a des élèves. Parce que le programme là aussi, c'est nous-mêmes qui l'avions fait. C'est nous-mêmes qui l'avions bâti à la séance de la DIFOP là. Nous avions dit en seconde, il faut faire la genèse de la philosophie. En première, il faut faire les doctrines. Et puis, en terminale, évoquer les thématiques. Avec comment ça donne. Et ça, c'est ça qui nous a amené à poser la problématique de l'approche par objectif. Et donc, pour chaque chapitre, vous devez déterminer l'objectif que vous poursuivez. Et suivant les paragraphes, les niveaux du chapitre, il y a aussi des objectifs. Et ça aide l'enseignant lui-même à bien bâtir son cours, mais aussi à bien donner sa matière et aider les apprenants à bien le comprendre. Dans les nouvelles orientations, on a vu également que la Deuxième Guerre mondiale, le chapitre consacré à la Deuxième Guerre mondiale, ce chapitre-là va être... Ce chapitre-là, moi je ne suis pas historien, mais je ne sais pas pourquoi on a continué toujours par l'enseigner. Je sais que mes collègues qui enseignent cette matière-là se sont toujours plaints pour dire que non. Mais nous, on leur a proposé. Vous voyez, nous aussi, quand on a commencé par avoir des problèmes, nous nous sommes organisés et nous avons fait des choses. Organisez-vous vous aussi. Parce qu'à l'époque, quand nous, on a fait notre affaire-là, on est allé plus loin, donner des canevas de cours. Donc, au point que
Vous savez qu'à un moment donné, quand l'État a recruté, il n'a pas eu les moyens de former. Il n'y a même pas de matériel didactique dans nos écoles où la direction ou le provisorat va dire aux nouveaux recrues, bon, prends ces documents-là pour aller faire ton cours, etc. Donc il y a les premiers là qui se sont... Ils cherchent ce document-là et ça les aide, en tout cas pour un début, à faire le travail. Puis à son nom, l'inspecteur Tétou, qui nous a assisté, qui était à la DSU à l'époque, qui nous a aidés, a voulu faire avancer un peu la chose avant de décéder. Maintenant, nous étions venus à un bac et nous avons fait une délégation dans laquelle je me trouvais moi-même. On a rencontré, je ne sais plus quel ministre d'époque, on lui a dit non. C'est-à-dire que nous, on a fait quelque chose qu'on vous a soumis. Vous ne nous demandez pas de l'appliquer parce qu'il faut prendre un arrêté, une décision pour dire, bon, maintenant, ça, vous pouvez commencer par l'appliquer. Vous ne le faites pas, mais nous, quand vous nous demandez de proposer des sujets pour l'examen, nous le faisons. Mais ce que nous constatons quand nous venons à la correction, c'est que vous ne prenez pas en compte, et parce que des gens se plaignent, que moi, on m'a sollicité, j'ai proposé, mais les sujets que vous proposez, on a le sentiment que ces sujets-là sont liés plutôt à notre programme, que vous ne nous avez pas demandé d'enseigner. C'est pour ça qu'on leur a dit nous-mêmes que nous allons commencer par enseigner notre programme. Et c'est comme ça que nous avons commencé par l'enseigner. Et je crois qu'il y a 3 ans, les nouveaux inspecteurs qui sont arrivés, ils se sont retrouvés à Montien pour encore réduire le programme. C'est ça d'ailleurs qui a aidé à gérer la période Covid là. Personne ne savait que Covid allait arriver, mais ils ont réduit et ça a aidé. Maintenant, l'année passée, ils ont continué le travail et je crois que c'est pour finaliser le travail là que... Voilà pour ce qui est en train d'être fait par l'actuel ministre. Est-ce que vous l'encouragez à aller au-delà? Parce que certains pensent que c'est vrai ce qui se fait là, que c'est bon, mais que par rapport aux autres pays, que le Togo peut toujours faire mieux. Non, mais on n'a jamais assez bien fait. Il faut toujours continuer. Mais je disais que la décision là doit induire une autre que l'État courageusement doit pouvoir prendre. C'est le recrutement des enseignants. La rencontre de la dernière fois a permis au syndicat de dire au ministre du dialogue social de voir la problématique des enseignants volontaires. Ces gens-là sont déjà sur le terrain. Ils ont déjà la main. En réalité, est-ce qu'on a besoin de faire un concours? Il faut régulariser tout simplement leur position. Ça, c'est un autre cas. Maintenant, quand vous allez dans certains établissements, le seul enseignant, il tient la série D et la série A. Or, la série A, ça fait 8 heures par semaine. La série D, si on est en terminale seulement, la série D, ça fait 4 heures par semaine. Si on a 2 terminales D, 2 terminales A, c'est lui seul. Au point qu'il est obligé de réduire le nombre d'heures qui doit lui permettre normalement de finir le programme pour pouvoir servir tout le monde. Et ça veut dire quoi? Il faut que, alors que quand on lance les concours pour le recrutement dans l'enseignement, le nombre qu'on prévoit pour la philosophie, c'est rien. 1, 2, la maîtrise classique, et on l'accepte aujourd'hui, mais ce qui est mieux accepté, c'est le master. Ceux qui ont la licence, à eux, on ne les regarde même plus. Mais ils sont plus nombreux. Maintenant, et ça doit être une décision courageuse de ça. Maintenant que nous avons demandé que la philosophie commence depuis la seconde, nous aurons besoin de gens sur le terrain. Mais maintenant, si nous voulons recruter, autoriser ceux qui ont fait la licence à postuler. Et pour que vous ayez suffisamment de... Si vous ne le faites pas, les privés, si on fait la pression sur les privés pour qu'eux aussi respectent cette décision-là, les privés, eux, vont les récupérer. Et voilà. Heureusement que nous avons la chance d'avoir une seconde université. Sinon, avant, il y avait des lycées au nord du pays qui cherchaient des volontaires, mais qui ne les trouvaient pas. Parce que tous ceux qui sont formés sont à Lomé. Et maintenant qu'il y a l'université de Kara, je crois que le problème se règle un peu, mais ce n'est pas totalement... On sent bien que vous êtes un enseignant de philosophie, ça on le sent. Mais la philosophie, qu'est-ce que ça apporte? Oui, tu poses là une bonne question. On dirait tout simplement, comme les vulgaires le diraient, que le philosophe c'est un fou. Il réfléchit seulement, il parle seulement, il n'a pas les pieds sur terre. Mais le philosophe ou la philosophie, c'est une bonne chose. Au moins ça éveille les consciences. Hein? Ça donne... Parce que certains pensent que dans cette Afrique qui veut se développer, il faut beaucoup plus mettre l'accent sur les matières scientifiques. Non, c'est une erreur. Vous savez, on a toujours appelé la philosophie la mère des disciplines. Tout est venu de la philosophie. Simplement, si on ne réfléchit pas, on ne peut rien découvrir. Ce n'est qu'à partir de la réflexion qu'on peut découvrir. Or, la philosophie
enseigne comment il faut réfléchir et pourquoi il faut réfléchir. Maintenant, si c'est parce qu'en Afrique, je ne dis pas qu'en Afrique on ne réfléchit pas, hein, mais en Afrique nous ne réfléchissons pas dans la perspective d'une découverte. Non, nous réfléchissons pour régler nos problèmes quotidiens, certes, mais en matière de développement, oui, parce que nos aïeux, nous parlions tout à l'heure à l'entame de notre émission des pratiques culturelles et culturelles africaines. Mais quand par exemple, au Clameré de Yébé-Pomme, avant, et c'est pour une période donnée, avant ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, c'est ce que vous venez de dire, il faut dire ça en français, peut-être que certains n'ont pas compris. Yébé, non, Yébé, je ne sais pas comment le dire en français, hein. Yébé, c'est une pratique. Est-ce que c'est pas tout simplement, vous voulez tout simplement dire qu'on a envoyé quelqu'un dans le couvent? Dans le couvent, parce qu'il y a plusieurs types de couvents. Le couvent de Yébé. Si tu rentres dans le couvent de Yébé, tu en sors avec une certaine maîtrise de quelque chose. On t'enseigne là-bas comment guérir certaines maladies, comment se comporter dans sa maison pour bien gérer son foyer, etc., etc. Mais quand vous rentrez dans d'autres couvents où on fait les trucs pour faire les scarifications là, oui, ça là c'est des médicaments. Il y en a qu'on peut qualifier de sérum. Quand tu es malade, on te fait ça, ça te guérit. Il y en a qu'on peut qualifier de vaccin parce que quand tu te fais, on te met ça, c'est comme tu es protégé contre le danger. Vous voyez? Alors tout ça, tous ces couvents-là, on pouvait les appeler des écoles. C'est aussi des écoles. En Occident aussi, ça a commencé comme ça petit à petit, avant qu'on ne commence pas à ériger des centres où on envoie des gens. Et donc, quand je le dis de cette façon-là, c'est pour dire que le développement technologique part toujours de là. Et c'est des centres où on vous apprend à réfléchir, à vous concentrer, à faire l'introspection. Et c'est ça qui vous... Au point que celui qui sort de là, il est respecté et il est sollicité sur tous les plans. Bien, merci Nado Akou. Je rappelle que vous êtes le 2e vice-président du comité d'action pour le renouveau. Le cas est que vous êtes en même temps enseignant et comme le veut la tradition dans le D12, nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir maintenant sur nos 2 numéros, 70 43 09 70, 70 43 09 70, et puis 96 50 34 37, 96 50 34 37, et les auditeurs participeront à l'émission avec leur contribution et leur questionnement. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, Papa Guinée, comment vous allez? Oui, tout simplement, je voudrais féliciter l'invité sur ses connaissances dans les sciences traditionnelles. Vraiment, comment il dit les mots, comment il parle. Il y a beaucoup de gens qui font ça secrètement, mais ne disent pas ça ouvertement comme ça. Moi, je veux tout simplement le féliciter. Bien, merci. Merci à toi. Mais il a dit quelque chose qui est important. Il dit que beaucoup de gens font ce que vous faites là. En fait, peut-être qu'ils sont même beaucoup plus pratiquants que vous. Mais ils font dans l'impression comme si ils n'ont jamais mis pied dans ces lieux-là. Oui, et ça, je le dis, c'est la colonisation pour pouvoir nous maîtriser qui a mis ça dans la tête de nos parents, de nos grands-parents, qui les ont répercutés. Mais nous, aujourd'hui, nous ne devons plus avoir honte de ça. Maintenant, une chose est de chercher simplement à avoir des informations sur la chose. L'autre est de faire un pas supplémentaire en être un adepte, un pratiquant. Voilà comment mon neveu Ezéoutol le fait actuellement. Il a cherché d'abord à se former, à avoir des informations, et maintenant il fait le cas pour l'application. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Paul. C'est Paul, vous êtes à l'antenne. Oui, j'apprécie aussi sur son point de vue sur le christianisme et les pratiques traditionnelles. Vraiment, nous devons faire beaucoup de réflexions. Les gens, je ne sais pas, ça c'est devenu différent aujourd'hui, n'importe qui se lève et si c'est pas les colonisateurs. Bon, à propos de M. Kouibo était là, il trouverait peut-être une solution à la situation que nous vivons maintenant. Est-ce que depuis longtemps, quand il était dans la scène, est-ce que le Togo a pu trouver une solution au problème politique? Hein? C'est ce que moi je vais demander. Bien, merci pour la question. Non, vous savez, dans la vie,
il vaut mieux toujours essayer que de ne jamais essayer. Tout le monde sait que dans ce pays, Maître Agboibon a essayé. Mais si ce qu'il a voulu faire n'a pas pu se faire, ce n'est pas sa faute. Il a essayé. Maintenant, nous qui avions compris ce qu'il voulait faire, mais qui n'a pas pu faire totalement, eh bien, nous allons prendre le relais et trouver d'autres mécanismes pour pouvoir le faire. Allô? Allô? Non, pas encore d'auditeur, le troisième après Sondinet et Paul, on attend donc ce troisième auditeur-là. Vous parlez tantôt d'enseignants qui manquent. Ma question, c'est de savoir si c'est le métier qui n'attire plus autant les jeunes ou oui, c'est juste parce que le pouvoir ou le gouvernement n'a pas assez de moyens. Non, vous savez, même, je vais prendre le cas spécifique de la France. Vous voyez, la France aussi manque d'enseignants. Et eux, ils trouvent une raison, c'est que le métier n'intéresse plus les gens. Eux, ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont des usines et tout et tout. Et quand quelqu'un trouve que, même si nous pouvons dire qu'eux, ils sont bien payés là-bas, lui, il trouve que, bon, ce qu'on me paie là, l'entreprise qui me sollicite me dit qu'elle va me payer plus que ça, la personne quitte. Mais chez nous, ici, c'est vrai, hein, il faut le reconnaître qu'il y a, je crois, maintenant 10 ans au maximum, l'État fait quelques efforts dans le traitement salarial des enseignants. Mais jusque-là, ce n'est pas suffisant. Mais si quelqu'un fait quelque chose, il faut le féliciter avant de lui demander de faire plus. Alors, aujourd'hui, les gens ont envie d'entrer dans le métier. Mais j'ai l'impression que l'État n'a pas les moyens. C'est pourquoi, à l'entame du sujet, j'ai évoqué le problème budgétaire. L'État n'a qu'à faire l'effort, parce que comme je crois leur proposition de budget est déjà sur la table de l'Assemblée nationale, quand l'Assemblée nationale va voter ce budget-là, il faut qu'elle soit regardante de ce côté-là pour que les dispositions nouvelles qui sont en train d'être prises puissent être cadrées de façon budgétaire et de façon programmative. Nous parlions tantôt des réformes ou des orientations qui sont données par l'actuel ministre. Là, j'ai une dépêche devant moi, je lis un extrait. Abordant l'enseignement de l'histoire-géographie dans les classes de terminale, le ministre Kokoroko a précisé que les dispositions antérieures portant sur les programmes d'histoire-géographie des classes de terminale restent en vigueur. En histoire, les chapitres alternatifs sont supprimés ainsi que les étapes de la Deuxième Guerre mondiale. Ces contenus sont remplacés par l'Europe sous domination allemande et l'Afrique dans la guerre, effet de guerre, opération militaire, instruit le ministre. Puisque je viens d'avoir ces dépêches. Vous savez, toutes ces choses-là sont de bonnes choses. Vous savez, il y a une approche qui est là, l'approche par compétence qu'on est en train de faire. Mais on l'a commencé au primaire, au collège, et les 2 dernières années, les 3 dernières années, on a commencé au niveau du lycée par travailler là-dessus. D'ailleurs, la semaine dernière, ceux qui font ce boulot-là se sont retrouvés à Tapamé pour finaliser le travail. Ça veut dire qu'au lycée aussi, on va coupler dans certaines matières l'approche par objectif et l'approche par compétence. Vous voyez, non? Et suivant qu'on adopte ce schéma, eh bien, il y aura les objectifs seront définis d'une façon donnée et les sujets même seront composés en fonction. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des sujets nouveaux, des débats nouveaux, des réalités nouvelles dont tu as besoin, les élèves ont besoin de ça. Maintenant, ce qui s'est passé il y a des trentaines d'années, vous continuez de le leur enseigner, ils vont en faire quoi? Mais c'est pour ça que les nouveaux thèmes qui sont introduits là sont une bonne chose. J'ai fini la dépêche qui dit l'anglais n'est pas du reste. Dans le cadre du renforcement de l'enseignement-apprentissage de l'anglais, suite à l'adhésion du Togo au Commonwealth, le volume horaire de l'anglais passe de 4 heures au lieu de 3 heures de la 6e à 3e. C'est une bonne chose. On demande même à l'université, quand vous voulez préparer votre thèse de doctorat, même le master, d'avoir une maîtrise en anglais. C'est une des conditions qu'on pose maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons encourager nos enfants, nos frères, à prendre au sérieux l'anglais. Mais ils auront, eux-mêmes, ils vont l'éprouver. Quand qu'ils soient fonctionnaires de l'État ou dans les privés, tout ça, ils seront amenés à voyager. Ils comprendront que savoir parler anglais, c'est beaucoup de choses. Le président français, il parle anglais, non?
notre propre président ici, Faure parle anglais. Ah bon, c'est vrai que quand il veut, devant une tribune, il veut parler, il parlera en français. Mais en privé, avec ses collègues qui ne sont pas francophones, il parlera facilement anglais avec eux, ils vont se comprendre. Et donc, pour tes propres affaires et tes propres relations, tu as intérêt à apprendre l'anglais. Cela ne veut pas dire que nous allons laisser tomber le français pour l'anglais, mais maîtriser les deux serait une bonne chose. Le deuxième vice-président du comité d'action pour le renouveau, Nado Aoku, comment se porte le cas? Oh, le cas, disons que de façon structurelle, le cas va bien. Mais ce qui nous préoccupe maintenant, c'est la préparation de notre congrès pour restructurer le parti. Et nous sommes en plein là-dedans. Certains pensent que vous êtes relativement malade. Oui, c'est leur point de vue. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand vous n'êtes plus actif sur le terrain comme on vous le connaît, naturellement les gens auront des soupçons. Et la situation générale dans laquelle nous vivons dans le pays, et ce n'est pas seulement lié à notre parti politique. Vous-même, vous savez qu'il y a eu un moment, des partis ont demandé à manifester, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas? C'est vrai que quelques petites réunions, oui, les gens le font ici et là, mais ce n'est pas comme ils le voulaient. Et c'est pour ça que, comme les autorités l'ont dit à un de leurs conseils de ministres, il faut qu'ils revoient l'état sanitaire là et faire les mesures barrières et tout, lever certaines mesures pour permettre quand même aux partis politiques de reprendre le terrain et d'aller vers leur militants. Allô? Il y avait un auditeur qui patientait, malheureusement il est parti. J'allais demander si Maître Yaoui Agbouibo, s'il était parti avec le moteur du car. Non, vous savez, moi je dis que c'est seulement en Afrique que les gens s'accrochent, s'arc-boutent sur un certain nombre de choses. Surtout quand on évoque la notion président fondateur. Vous savez, chaque structure s'identifie toujours à une personnalité. Même en France, les gens se réclament gaullistes. Et ils le font avec fierté, personne ne leur reproche. Mais dans le fonctionnement en Afrique, le fonctionnement il est différent, puisque quand vous prenez un parti politique, le parti dépend presque exclusivement... Est-ce que vous êtes un militant? Vous êtes un militant d'un parti politique? Non. Et comment le savez-vous? Non, mais en fait, c'est ce qui se raconte. Ah oui? C'est ce qui se raconte. Ce n'est pas parce que ça se raconte que c'est vrai. Mais en fait, quand vous prenez les partis politiques au Togo, par exemple... Cite-moi un. Et que tu connais qui ne fonctionne que de cette façon-là. Non, mais en fait, quand vous prenez la plupart des partis politiques... Allez au concret. Vous savez, vous ne pouvez... Prenons la CPP, par exemple. La CPP, quand elle est conduite au parti, ce parti... Et le parti ne fonctionne pas. Le parti continue pas à fonctionner, mais ce n'est plus le même parti. Non, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Et Nkodo ne nourrissait pas les cadres qui étaient dans son parti. Les cadres là aussi cotisaient pour le parti. Est-ce que c'est la même chose au cas? C'est la même chose. Sinon, quand Boibo est parti, on allait nous chasser des gens de notre siège. Nous n'allions pas être en mesure de payer les agents que nous employons là-bas. Nous-mêmes, nous allons nous disperser. Mais il y a d'autres leaders qui sont passés par ici. Quand on les écoute, ils tiennent un langage relativement différent, puisque leurs militants ou leurs cadres ne cotisent pas. Oui, dans toute structure, ce n'est pas à 100% qu'on cotise. Et il y a des gens, quand ils ne cotisent pas, vous n'allez rien leur dire. Parce que c'est eux qui sont disponibles et que vous envoyez très souvent sur le terrain. Ce qu'ils font pour le parti dépasse même si ce que les autres cotisent. Donc il y a comme une stratification de la chose. Vous ne pouvez pas être un responsable, accepter, prendre une responsabilité au sein d'une institution et ne pas, vous mettre entièrement à la disposition de l'institution pour assumer le rôle que vous avez pris et mettre un peu de votre argent là-dedans, de votre disponibilité, de votre intelligence et de votre influence. Et de votre influence pour accompagner tout ça. Mais justement, cette influence, par exemple, beaucoup de partis, certains, quand le premier leader quitte, ils perdent cette influence-là, quand vous prenez le cas. Oui, là, naturellement, c'est vrai que Agbouibo était un leader exceptionnel pour nous au cas. Mais, comme on dit souvent, il est venu de vers parti, et c'est pour ça qu'il est parti. Attendez qu'on aille au Congrès. Et qu'on se trouve un autre leader pour voir si lui aussi ne sera pas aussi charismatique qu'Agbouibo, ou plus qu'Agbouibo. C'est ça. Parce que dans tous les cas, à chaque fois qu'un leader passe, un autre doit venir faire ses preuves. Lui aussi va partir. C'est vrai. Et des gens croient que
Non, ce n'est pas comme ça. Si c'est comme ça, ça veut dire que nous fonctionnons alors comme ceux qui sont au pouvoir que nous combattons fonctionnent. Moi, on ne peut pas. Moi j'ai été clair là-dessus. Hein. On ne peut pas demander à Agboibo, avant de partir, désigne ton dauphin. Non. Dans quel parti politique en Europe, aux États-Unis, tout ça, on fait ça? À la limite, même pour les présidentielles, on fait les primaires. Mais le leader qui est en activité et qui va partir là, ne dit pas aux autres que voilà celui que je propose pour me remplacer. Non. Et pourquoi on demande aux leaders des partis politiques en Afrique en général et au Togo en particulier de désigner celui qui doit les remplacer avant de partir? Pourquoi on leur demande ça? Chez vous, on me signale qu'il y a un auditeur. Je rappelle également le numéro 96 50 34 37 70 43 09 70. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? C'est Eko Damadaoui. Mais allez-y. Eh bien, je voudrais saluer notre invité Merci. pour sa disponibilité et pour son éclaircissement. Et je voudrais aussi lui poser quelques questions là. Ouais. Je voudrais savoir la différence qui existe entre l'APC et l'APO. Oui. Allô? Oui, oui, je te suis. Oui. Je peux aller directement? AP? APC, APO. Oui, Oui. l'approche par compétence Oui, et l'approche par objectif. Objectif. Oui. Oui. Merci, bonne émission. Merci. L'approche par objectif, c'est que quand vous voulez élaborer votre cours, le chapitre, vous déterminez des objectifs que vous voulez atteindre pour tout le chapitre, mais aussi pour chaque partie du chapitre jusqu'à la fin. Ça permet à l'apprenant, quand il prend son cours et qu'il a un sujet quelque part, il sait en même temps quelle partie du cours peut le servir. Parce que cette partie est élaborée suivant un objectif. Et les sujets sont souvent posés en fonction des objectifs. Maintenant, l'approche par compétence, ça met en jeu l'efficacité, hein, la compétence et l'efficience dans comment l'apprenant va faire quoi? Va rendre ce qu'on lui a donné. Et donc, ça permet à l'apprenant lui-même, à l'enseignant lui-même, quand il est dans sa classe et qu'il bâtit bien son cours de cette façon et qu'il le dispense bien, les réactions de ces apprenants vont lui permettre de savoir que ces gens-là, ils ont maîtrisé ce que je veux. Et c'est pour ça que on ne compose pas les sujets dans l'approche par compétence de la même façon que dans l'approche par objectif. C'est toujours différent. Voilà ce que je peux dire. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Monsieur Denis, photographe depuis Agoïvé. Denis, allez-y. Oui, c'est pour d'abord saluer l'invité. Merci. Il est votre mon frère. Ah bon. Oui, pour le féliciter pour sa participation à l'émission. Ouais. Et le remercier pour l'impulsion qu'il a donné à notre tradition. Merci bien. Parce que les pasteurs demandent à leurs fidèles d'amener leur vaudou à café ou à brûler. Quelqu'un qui a brûlé sa propre Bible et on la ferme, c'est quelque chose qui nous a un peu touché. Merci, parce qu'il nous a encore éclairci les points là. Oui. Merci bien. Oui, merci, bonne émission à vous. Bien, merci. Après Denis, est-ce que nous avons un autre auditeur après Denis? Non, on a compris que ce point-là a plu à beaucoup de nos auditeurs. Lequel? Le point sur les traditions africaines. Oh non, mais La en façon dont réalité, on ce avait- n'est pas pour ça qu'on est là. Ça veut dire tout simplement que beaucoup pensent la même chose de façon tout bas. Et là, vous avez parlé sur les médias, vous l'avez dit tout haut et beaucoup se reconnaissent ou se retrouvent dans ce que vous venez de dire. Je parlais tantôt de Maître Yaoui Agboibo, on parlait de lui et je demandais s'il n'était pas parti avec le moteur du véhicule car vous dites là que peut-être qu'on aura un autre Agboibo, peut-être plus charismatique que lui. Quand vous faites les sondages chez vous,
Est-ce qu'un nom vous vient en tête comme ça, qui peut demain devenir ce nouveau ou ce nouvel Agbouibo? Non, ce n'est pas un nom qui me vient à la tête, c'est plusieurs noms. Maintenant, la manière dont nous sommes en train de préparer le congrès, nous allons vider les sujets un à un. Et quand ce point-là va arriver, eh bien, des noms vont sortir, on va arbitrer, et puis bon, on verra. Il y a un sujet quand même qui a choqué, il y a 2 semaines, je crois, venant d'un des cadres de votre parti, Toby Dagba, qui parlait de wattisation, du comité d'action pour le haut niveau. Comment vous avez géré ça? Oui, vous savez, l'idée n'est pas nouvelle, hein. Mais lui, il n'a fait que conceptualiser. Parce que du vivant d'Agbouibo même, l'idée circulait que, bon, le parti a été dirigé depuis sa création par un Ouati. Quand on a connu une succession, c'est encore un Ouati qui est arrivé. Et puis, bon, donc, si on va au congrès prochain, il faut faire en sorte qu'une autre région prenne la direction du parti pour qu'on sente que le parti est véritablement national et quel que soit le cadre et quelle que soit la région dont il vient, eh bien, il pourra toujours assumer la direction du parti. L'essentiel, c'est qu'il ait la maîtrise de la méthode par laquelle le parti fonctionne. Voilà. Maintenant, si on le conceptualise, bon, les gens peuvent le comprendre différemment. C'est comme, par exemple, on a abordé tout à l'heure les sujets scolaires. Hein? Et quand on dit, est-ce que la philosophie est inutile? Oui, des gens diront que la philosophie est inutile. D'autres diront que la philosogie est inutile. Vous-même, vous m'avez posé cette question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette idée-là qui a été conceptualisée, des gens certains vont se retrouver là-dedans. On dit que oui, il n'y a que les Ouati qui doivent prendre. Donc, et on qualifierait ces gens-là de, je ne sais pas, le mot dit, de Ouatistes, par exemple. D'autres vont dire non, il faut que le parti aille ailleurs. Si ça va là-bas, on dirait aussi c'est minaïste ou bien ébéiste, je ne sais pas, ou kabéiste, je ne sais pas. C'est une forme de conceptualisation. Mais là, nous sommes dans le cadre d'un parti politique et très souvent on parle de discipline qui doit gouverner les actions des leaders ou des cadres des partis politiques. Mais dit de cette façon-là, sur les médias, est-ce que ça ne vous a pas choqué? Oui, vous savez, hein, dans une maison, chacun, à un moment donné de l'évolution de la maison, des gens décident de poser un certain nombre d'actes. Moi, je vais te donner 3 exemples. Hein. Mon propre exemple. À la veille des élections locales, j'ai passé plus de 5 mois en tant qu'un des vice-présidents du parti sans aller aux réunions du bureau national, ni au comité directeur. J'étais sur le terrain en train de constituer mes listes. Les gens ne m'ont pas compris. Ils pensaient que je n'avais plus d'intérêt pour le... Il n'y a que quand on a voulu faire le pointage pour voir est-ce que nous avons pu placer des listes dans tout le Grand Lomé, qu'on a réalisé que le Grand Lomé étant constitué de 2 préfectures désormais, préfecture d'Agouimbé et 2 préfectures du Golfe, on a constaté que dans les 6 communes de la préfecture d'Agouimbé, moi j'ai mis mes listes. Mais dans les 7 communes de la préfecture du Golfe, on n'en a mis que 2 ou 3. Vous voyez, non? Ça veut dire que si tu connais ton parti, tu sais comment ça fonctionne, et tu as un intérêt pour le parti, à un moment donné, tu prends une décision. Vous gardez la réponse, je vais avoir cet auditeur, puisqu'il est là depuis, patienter. Allô? Oui. Oui, allez-y. Oui. Oui, bonjour, c'est Télé. Oui, allez-y. Bonjour, l'invité. Bonjour. Ok, je pense que l'État est une grande formation Ouais. au Togo. Il ne faut pas perdre de temps pour aller à un congrès. Ouais. Parce qu'on a besoin de temps pour aller à la terrain. Merci beaucoup. Parce on sait comment mettre à bon à jouer dans ce pays. Merci Et le beaucoup. rôle que l'État est en train de faire, on le connaît. Donc, tout ce qui se passe, je pense que ça se passe dans tous les partis politiques ici, mais on ne sait pas comment on fait. Mais l'essentiel est que l'État aille à un congrès et qu'on a la paix dans le pays. Et c'est surtout, tout ce que Maître Bégoa fait, ce n'est pas question d'un ouatisme ou un autre. Si la compétence qui est, il peut être un ouatisme, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que la personne a l'idéologie du parti et dirige le parti. Et après avoir l'esprit de rassemblement, et tout c'est fini. C'est fini. Ah, je vous remercie pour votre position. Oui, je vous donne deuxième exemple.
le secrétaire national du parti. À un moment donné, il a senti que Jean Kissi, que la façon dont la politique se développe dans notre pays, on peut repositionner les choses autrement. Il s'est retiré un peu. Il a sorti un document qui lui a permis de faire quelques sorties médiatiques pour expliquer sa position. Certains l'ont compris, d'autres ne l'ont pas compris, n'est-ce pas? De la même façon, si Togbé Dagba aussi fait cette sortie-là, il peut être compris ou ne peut être compris. Est-ce qu'on peut dire... Mais le dénominateur commun, c'est que personne dans ces trois-là n'a pas pour intérêt de travailler contre le parti et le détruire. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du cas, là, ce que vous décrivez, c'était courant? Oui, comment... Je vous dis, à un moment donné, on était allé à une réunion du bureau national, du vivant d'Agbebo. Lui-même, il a dit qu'il serait heureux qu'il y ait plusieurs courants au sein du parti. Vous savez, l'intérêt en réalité, quand il y a plusieurs courants, c'est que le courant dominant, quand à l'issue d'une élection, il échoue, vous ne cherchez plus de leader. Ceux qui incarnent d'autres courants, ils prennent en même temps le relais. Et ça avance, ça avance, ça avance. Vous avez vu que dans beaucoup de partis en Occident, quand vous avez vu comment ça s'est réglé en Grande-Bretagne la dernière fois. Oui, vous voyez. Mais quoi, vous faites allusion au décès de la reine? Non, au Premier ministre qui a démissionné, mais comment dans son parti le mécanisme a fonctionné jusqu'à trouver quelqu'un, une dame qui est maintenant Premier ministre. Nous devons tendre vers là. Moi je comprends tous ceux qui sont inquiets, parce que nous sommes au début de nos démocraties, nous sommes au début du multipartisme, nous apprenons à fonctionner dans nos partis d'une certaine façon donnée, mais mis ensemble, nous devons pouvoir trouver un canevas qui nous permette de lire nos actions et de les apprécier positivement. Moi, je comprends que on veuille que les choses se passent chez nous comme ça se passe en Occident. C'est vrai, j'ai parlé tout à l'heure de tradition, de culture. Nous avons nos cultures, nos traditions. C'est à partir de leurs valeurs qu'on nous a éduqués. Même si nous sommes allés à l'école du blanc, cela ne nous détourne pas de nos valeurs. On nous a éduqués suivant nos valeurs d'abord avant de nous mettre à l'école du blanc. Et c'est des fois, il y a comme une sorte de résurgence qui viennent. Nous voulons nous comporter comme des gens modernes, mais notre éducation nous rattrape. Et ça aussi, il faut que petit à petit, on arrive, on le comprenne et qu'on prenne les dispositions pour que chacun puisse l'intérioriser. Nous parlons du cas qui est en train de préparer son congrès. Vous avez dit tantôt que certains partis ont voulu manifester récemment, mais n'ont pas pu. Est-ce que de loin, c'est une situation qui vous gêne? Que là, des partis politiques ou des acteurs n'aient plus la possibilité de manifester comme ils le faisaient avant? Comment je peux être un acteur politique et de l'opposition me réjouir de ce qu'on restreint les possibilités de mener des actions sur le terrain? Non. Parce qu'il y a des choses que nous voyons. Pendant qu'on refuse à certains, on a le sentiment qu'on autorise à d'autres. Mais moi, je dis souvent une chose. Quand vous comprimez les gens, vous les comprimez, quand ça va s'exploser, c'est grave. C'est grave. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas comprimer les gens. Seulement vous pouvez mettre les mécanismes de gestion de la chose. Mais ils voulaient laisser faire leurs activités librement. Sinon, la situation dans laquelle nous nous trouvons là, où il n'y a plus de vie, d'animation de la vie politique. Moi, si je suis président de la République, j'allais m'en indigner. Parce que quand ce n'est pas là, ce n'est pas bon. Vous savez, même si vous êtes au pouvoir et vous dirigez, vous avez toutes les ressources sur tous les plans à votre disposition. Quand vous n'avez pas une opposition devant vous, il y a des choses qui vont toujours et toujours vous échapper. Pourquoi? Parce que je sais comment ça fonctionne. Moi, j'ai fait la philosophie politique. Vous savez, au sein du pouvoir là, moi j'ai le sentiment qu'il y a 3 camps. Comme vous parlez tout à l'heure au sein de mon parti. Il y a 3 camps. Vous avez l'impression? Oui. Le premier camp dit, en tout cas, ce que nous on a traversé là, quand on était au RPT,
avant de devenir unis. On ne savait pas qu'on allait arriver là. En tout cas, pas de concession à faire à l'opposition. Premier camp, c'est les radicaux ça. Deuxième camp, non, il faut quand même collaborer avec eux, faire quelques ouvertures. Ouais, que tout en n'étant pas dans la dynamique de tout lâcher, ils sont quand même disponibles à ce que quelques ouvertures soient faites à l'endroit de l'opposition. Mais le troisième camp dit, nous aussi on a fait ça, on a duré. Laissons-les venir faire, on va voir. Surtout qu'ils n'ont jamais fait, nous sommes sûrs que quand ils vont venir, ils ne feront pas bien et ils ne feront un seul mandat et nous on va revenir encore. On dira qu'on a fait l'alternance. Vous voyez, moi je suis plutôt pour la troisième tendance. Et ces gens-là, si on les connaît, il faut les encourager de loin. De façon à ce que petit à petit, leur courant soit majoritaire au sein du parti au pouvoir. Et quand leur courant va être majoritaire là-bas, l'alternance sera possible. Mais si vous ne le faites pas comme ça, c'est les radicaux qui vont s'imposer, parce qu'ils ont des intérêts, ils ne veulent pas. Et ceux qui sont plus ou moins souples, aussi, c'est pour ça que quand vous les identifiez, il faut les encourager. Donc, est-ce que vous en avez identifié? Alors, si j'en ai identifié, c'est pas sur dans un studio de radio que je vais le dire. C'est une question que je pose quand même. Ah oui, vous êtes dans votre rôle. Vous savez, la vie est chère. C'est le message qui est passé par, ou bien qui est le plus passé ces derniers temps. Je ne sais pas comment est-ce que vous la vivez, comment est-ce que vous arrivez à vous accommoder de la conjoncture. Non, le problème de la vie chère là, c'est trop. C'est vrai que ce n'est pas seulement au Togo, on le sait. Mais que ce soit dans les pays occidentaux, nous n'avons pas les mêmes moyens. Mais sur le continent africain, il y a des gens qui prennent des décisions courageuses. La seule décision que moi j'ai qualifiée de courageuse, même si l'intérêt n'est pas assez substantiel, c'est ce qu'on a appelé novicie. Au début de Covid là, où on a confiné tout le monde dans la maison, on dit, ben, avec votre carte d'électeur, vous faites des trucs, on vous envoie. Moi, je dis que même si c'est 10 000 francs, 15 000 francs, ce n'est pas beaucoup. Mais en ces temps-là, ça a aidé beaucoup. Si vous vivez, vous allez souvent au village et vous côtoyez vos frères, vous saurez que pour certains 1000 francs, c'est comme 1 million. Ça, là, j'ai dit que je suppose que c'est bon. Mais depuis là, on ne fait plus rien. Mais on augmente chaque jour le carburant, les produits de première nécessité, les salaires sont restés là, etc., etc. Aucune mesure réelle d'accompagnement. Si ce n'est qu'on a demandé entre-temps que la régie et la CET ne prennent en compte 1 ou 2 mois, c'est fini. C'était 3 mois. 3 mois, et c'est fini. Depuis là, il n'y a plus de mesures courageuses. Et pourtant, on est dans des restrictions sanitaires, etc., etc. Comment sortir même de sa maison pour aller faire une activité qui te permette de... Les restrictions sanitaires sont presque levées. Vous dites? Les restrictions sanitaires sont presque levées. Oui, oui, mais vous savez, hein, c'est un peu comme au village. Quand vous mettez un poulet sous le panier pendant longtemps, il est là-bas, quand vous enlevez le panier même, il ne sait pas que le panier n'est plus là. Il reste là-bas. Et c'est ça. Comme la chose n'a pas été une chose heureuse, elle a fomenté notre mental au point que même quand tu dis que c'est levé, pour des gens, on continue de fonctionner comme si ce n'est pas levé. Il faut une motivation, il faut une action forte. Vous parlez de décisions courageuses. Allô? Allô? En attendant, on prend cette invité. Allô? Oui. Oui, allô? Allô? Je salue l'invité, c'est Cossini de Tijory. Oui, merci, bonjour. D'accord, j'aimerais un peu réagir par rapport à la sphère traditionnelle, culturelle que l'invité a abordée. Il faut dire que, il a dit quelque chose, il dit en Europe, on ne voit que les afros qui vont à l'église et tout ça là. Je ne sais pas s'il a fait une étude pour pouvoir dire cela, mais en réalité, c'est ce qui se dit, mais la réalité, c'est autre chose. Le blanc est croyant, mais après la croyance, il va travailler. Mais nous, Africains, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On compte seulement que sur Dieu et on prie après ça, on n'agit pas. Donc, il y a un élément là-bas important. Nous, Africains, on doit changer nos mentalités et non accuser les autres pour dire les autres ne font pas et tout ce qui vient en Afrique.
Quand on l'amène en Europe, ça réussit. Mais on l'amène en Afrique, ça ne réussit pas. Tout simplement, c'est une question de mentalité. Et pour finir, je dirais, l'aspect culturel de nos traditions sont vraiment dangereuses pour l'Afrique. Parce que quoi qu'on dise, moi je suis à Dia, je sais ce qu'il y a dedans. Parce qu'on vous montre le côté bon et le côté négatif. Mais généralement, c'est utiliser contre nous-mêmes le côté négatif. Dans certaines conditions, beaucoup de choses. Donc si on peut avoir une émission là-dessus, ce serait bien. Comme ça, on éclaire les gens par rapport à la nuance fondamentale à faire les choses. Merci, bonne émission. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Vous avez constaté que cet auditeur est également revenu sur la question des traditions. Oui, bon, moi je suis à ta disposition. Si une autre fois tu estimes que nous pouvons consacrer exclusivement une émission sur ce sujet-là, fais-moi si je viendrai avec plaisir. Par rapport à Vichet, vous parlez de décisions courageuses dans certains pays. Ici, par exemple, quelles sont les décisions courageuses que vous suggérerez aux autorités? Oui, aux autorités, mais elles n'ont qu'à faire l'effort de revoir les salaires à la hausse. C'est important. Vous savez, quand vous prenez les mairies, moi je suis un conseiller municipal, pour pouvoir aider les populations à supporter un certain nombre de choses, l'autorité a dit, ne faites plus, ne recouvrez plus les timbres qu'on vend sur les marchés là, non. Les tickets. Les tickets. Il y a un certain nombre de choses que l'autorité dit, ne le faites plus. Nous-mêmes, nous allons vous venir en appui. Mais ces appuis-là aussi arrivent difficilement. Et les mairies n'arrivent pas à faire leur recouvrement et disposer de moyens pour mener leur activité sur le terrain. À la fin, qu'est-ce qu'on va dire? Surtout pour nous qui sommes de l'opposition. On va dire, ah, vous avez toujours crié sur nous qu'on ne gère pas bien, qu'on n'arrive pas à faire ceci. Mais quand vous avez pris là, c'est une seule mairie, une partie du territoire qu'on vous a donné, vous n'avez pas pu le gérer. Vous voyez, non? Et il y a bien d'autres restrictions qui font que les mairies là souffrent. Les mairies souffrent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut par exemple demander aux mairies, si c'est 100 francs, ramener ça à 50 francs. Comme ça, ça permet au moins aux mairies de faire rentrer quelque chose. Et le soutien qu'on promet aux mairies, qu'on les amène, qu'on le leur donne effectivement. Au point que, qu'est-ce que Anadeb vient chercher dans la gestion des mairies, à côté des maires? Mais là, par exemple, vous détournez la question. Non, ce que je dis là, une des mairies, une des décisions fortes, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le sommet qui dirige jusqu'à la base. Non, mais en fait, pour vous, la décision forte, c'est pas en faveur des populations, là. Oui, c'est en faveur des populations. Si, par exemple, on soutient les maires, les mairies, et on dit, telle action, telle action, telle action, vous devez. Parce que vous avez déjà votre budget, vous-même vous avez prévu, les gens sont en train, certains ont déjà rédigé leur plan de développement communal, d'autres sont en train de le rédiger. Et suivant ça, vous avez un certain nombre de planifications que vous devez exécuter. Et si vous l'exécutez bien, l'État, le sommet, est heureux. Maintenant, il faut que le sommet huile un peu la machine pour que la machine fonctionne. Si par exemple, nous voulons construire le marché de Sanguera et le FACT met à la disposition d'Anadeb 16 millions pour le faire, alors que le maire et les conseils eux-mêmes peuvent le faire. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Et on met leur argent à la disposition d'une structure de l'État pour faire le travail pour eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ce côté-là, les acteurs concernés ne vont pas s'exercer et avoir la main pour demain et aider le sommet à soulager les peines des populations. Voilà. Maintenant, si les fonctionnaires de l'État, on revoit un peu leur salaire, dans le domaine sanitaire et autres, etc., l'État fait ça. L'État a toujours les moyens de booster l'économie. Moi, je ne suis pas économiste, mais les économistes disent souvent que c'est quand il y a une difficulté, quand vous mettez l'argent dedans, ça prend. Nous-mêmes, en tant qu'État, quand le FMI et la Banque mondiale viennent, on dit on va faire un programme d'ajustement structurel, que notre économie ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir fait l'étude, tout ça, là, on dit qu'on va vous prêter tel milliard pour faire... Si on ne nous donne pas les milliards, là, le travail diagnostique qui est fait est là,
le travail là, a relevé les insuffisances et peut-être même a fait des propositions de sortie, mais il n'y a pas de moyens pour accompagner. On va faire comment? Il nous reste encore 6 minutes. Je vais vous soumettre un certain nombre de questions. Vous allez répondre brièvement et d'abord sur l'état d'urgence qui a été prolongé au niveau de la région de Savane. Vous avez des parents là-bas? Oui, j'ai des parents là-bas. Des fois, on a l'impression comme si ceux qui sont à Lomé ne sont pas concernés par la situation qui se joue là-bas dans la région de Savane. Non, vous savez, moi, quand j'ai suivi la chose, j'ai voulu faire aller à l'information, je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai eu le sentiment que quand le gouvernement même a demandé à l'Assemblée, je crois, 3 mois pour proroger tout ça, l'Assemblée leur a donné plutôt 1 an, non? Est-ce que c'est passé? Nous sommes là dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. C'est différent de ce que le gouvernement avait demandé. C'était un état d'urgence sanitaire. Ah, que le gouvernement, ici, état d'urgence sécuritaire. Sécuritaire. Oui, vous savez, sur cette affaire de djihadisme, d'extrémisme violent, quand ça se passait au Tchad, au Mali, tout ça là, on se disait que c'est à des milliers de kilomètres de chez nous. Et bon, on suit ça seulement à la télé ou à la radio, on dit ceci, on ne s'en préoccupait pas tellement. Mais et quand même c'est arrivé au Bénin ici là, ça ne nous a pas dit grand chose. Et puis finalement, nous l'avons connu. Le nord de la Côte d'Ivoire l'a connu. La dernière fois, le Ghana aussi l'a connu. Mais ces gens-là ont plusieurs modes de fonctionnement. Ceux que nos forces de défense et de sécurité combattent là-bas, c'est ceux qui tiennent les armes, qui posent les bombes, tout ça là, c'est eux. Mais il y a d'autres qui sont comme les évangélistes, qui jouent le rôle que les évangélistes ont joué pour les colonisateurs. Ils sont peut-être à Lomé ici dans nos villes déjà. Et ils sont dans la masse en train de cibler les couches où il y a quelques mécontentements et ils vont faire leur travail pour commencer par arroser le terrain petit à petit pour que quand les gens là qui posent les bombes ou qui tiennent les armes arrivent ici, que le terrain soit facile pour eux à creuser. C'est pour ça que il ne serait pas bon qu'on dise que c'est juste que dans la région des Savanes. Non. Mais en réalité, moi j'ai le sentiment que ce que ces gens-là cherchent, c'est l'accès à la mer. Non, mais en fait, tout le monde le sait. En fait, c'est l'accès à la mer. Si c'est ça, nous qui sommes ici, nous devons commencer par prendre des dispositions. Et je comprends le sens de ta question. Mais, comme pour le moment, cette partie peut être gérée, on peut. Et ici, nous ne pouvons qu'interpeller chaque acteur à être vigilant et à dénoncer aux autorités compétentes des comportements suspects, des propos suspects pour que les dispositions soient prises. Il y a cette autre question qui concerne la médiation que le Togo fait entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La semaine passée, oui, c'est une médiation qu'il faut saluer. C'est-à-dire que quand vous êtes 2 pays frères, vous siégez dans la même structure et que ces problèmes-là se passent, il faut quand même qu'un autre pays intervienne. Le Togo a été sollicité, il a joué le rôle qu'il peut et au moins 3 personnes, 3 dames ont été libérées, les autres, je crois que le travail continue. Et moi, j'ai vu cette action-là du point de vue humanitaire. Et nous avons ici au pays des acteurs incarcérés qui peuvent aussi bénéficier du point de vue humanitaire de ces actions-là. Et le chef de l'État, le chef de l'État lui-même, vous pensez à qui? Oh, moi je ne citerai pas de nom, mais je mettrai tous ces gens-là dans un seul vocable. C'est les prisonniers qualifiés de politiques, les prisonniers politiques. Est-ce que nous avons besoin de solliciter un État tiers pour venir discuter avec notre chef de l'État avant que ces gens-là ne soient libérés, comme on l'a sollicité pour discuter avec les Ivoiriens incarcérés là-bas pour les libérer? Non, moi je crois que ce qu'il a fait, qu'on a salué, il n'a qu'à le faire aussi chez lui. Et il verra qu'il sera encore salué. On va se quitter dans un instant et j'apprends là également que vous êtes conseiller municipal. C'est à quelle mairie? À Bonivé 5 Zanguera. Zanguera. Ouais. Comment se porte la municipalité? Oh, à l'image de toutes les municipalités du Togo, hein, pas très bien. Parce que nous n'arrivons pas à faire le recouvrement. Nous avons des projets que nous voulons réaliser, mais nous n'arrivons pas à le faire. Quel projet par exemple? Je viens de citer la réhabilitation du marché de Zanguera.
Ça finira par se faire un jour, c'est clair. Ah oui, mais ce n'est pas ça seulement. Est-ce que dans l'urgence, là, dans l'urgence, quels sont les projets que porte cette municipalité? Mais nous avons tellement d'urgence, mais on n'a pas de sous. Au point que moi, j'ai le sentiment que nous n'avons même plus rien. Vous avez l'impression qu'on vous empêche de travailler? Mais personne ne nous empêche. Mais puisque tout ce qui se fait se met à l'actif de Covid, j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, il n'y a que quand vous arrivez à faire les recouvrements que vous avez l'argent. Mais vous savez que si nous, on fait rentrer de l'argent, la mairie n'a pas un compte à part, hein. On verse ça au trésor. Maintenant, si nous avons besoin de quelque chose, on fait la demande et c'est quand le contrôle financier donne le feu vert qu'on mandate la chose et qu'on commande la chose et qu'on l'achète et on paye. Et c'est le trésor qui paye le prestataire. Vous voyez que le circuit devient long. Je comprends que l'intérêt de l'État, c'est de centraliser les fonds et bien les gérer et bien les suivre. Maintenant, si des gens font rentrer des sous dans la marmite commune et qu'ils ont besoin de quelque chose, mais avec diligence, servez-les. Voilà une des difficultés que nous rencontrons. Quelques secondes pour conclure. Quelques secondes, juste quelques secondes. Oui, moi, je dirais tout simplement que sur le plan politique, l'État n'a qu'à faire un effort pour permettre aux partis politiques de reprendre le terrain. Sur le plan de la gestion des mairies, l'État n'a qu'à faire l'effort pour alléger un peu le mécanisme de contrôle au niveau du contrôle financier, de façon à ce que les mandats qui sont émis là, on puisse les payer très rapidement. Sur le plan sécuritaire, le rôle que joue le ministre de la Sécurité est un rôle noble. Parce que la dernière fois, ce sont nos frères. Nous avons nos frères qui sont dans l'armée, qui sont tombés là-bas. Eux, ils n'ont cherché cherché problème à personne. Mais ils ont voulu tout simplement défendre le pays. Mais certains d'entre eux sont tombés. Comme ce qui arrive au Mali. Votre conclusion, là. Oui, comme ce qui arrive au Mali, nous avons nos frères qui sont au Mali aussi. Et c'est pour ça que je demande aux pays de la sous-région, de la CEDEAO, que comme le Togo obéit aux principes retenus en envoyant ces soldats là-bas jouer le rôle qu'ils jouent dans le cadre de l'ONU, que la Côte d'Ivoire fasse comme le Togo fait. Bien, merci d'être venu, Nado Aoukou. Je rappelle que vous êtes deuxième vice-président du comité d'action pour le renouveau. Vous êtes également enseignant, vous êtes également conseiller municipal. Cette émission, elle va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Boga Koudeur Finceslas. Je suis Pierre Thiaubé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.